Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup pour la suite, et plutôt pour le début même, de ce cours sur les institutions publiques et non pas politiques comme j'ai dit dans l'introduction. Et nous allons donc pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet, en commençant donc par un premier chapitre que j'ai intitulé Un autoritarisme de circonstance. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous verrons l'évolution du régime, et donc un régime entre autres conditionné par les guerres. Et donc je vais m'intéresser ici aux grands textes, plutôt d'ordre législatif, qui ont été publiés donc, du début du consulat jusqu'à la fin de l'Empire. Donc très vite, il y a une volonté dès le début du consulat d'une centralisation du pouvoir, avec nous retrouvons bien évidemment une domination de l'exécutif et une mise sous tutelle des autorités locales. C'est une idée d'exécutif monocratique. Et donc on peut prendre le modèle, c'est le modèle de la Constitution du 22 Frimaire de l'an 8, donc en calendrier républicain, aujourd'hui on dirait 13 décembre 1799. Donc nous nous situons après le coup d'État de Bonaparte et de ses complices. Donc deux commissions législatives sont créées et mises en place pour faire une nouvelle constitution. La première est composée de 25 anciens, donc ceux qui ont siégé au Conseil des Anciens sous le Directoire, et une autre composée de 25 du Conseil des 500, donc d'anciens membres de ce conseil-là. Les différents acteurs du coup d'État pensaient que Sieyès avait déjà rédigé son projet de constitution, mais en réalité il n'en était rien. Sieyès insista sur quelques aphorismes qui lui semblaient importants. Alors je vais vous en citer 5 par exemple. Le premier nous dit « Diviser pour empêcher le despotisme, centraliser pour éviter l'anarchie ». Un autre « La fin de tout établissement et la liberté individuelle ». Ou encore la division par équilibre des pouvoirs n'est qu'un système mécanique de contrepoids. Une autre, qui est très intéressante d'ailleurs je trouve, une constitution doit être courte et obscure. Et enfin la dernière, je pense que c'est l'une des plus célèbres et que vous connaissez sans doute, le pouvoir, la confiance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut. Et c'est cette notion de confiance qui vient d'en bas qui sera très importante dans la pratique du pouvoir napoléonien. Donc Sieyès proposait 5 pouvoirs. Tout d'abord un pouvoir législatif qui serait composé d'un tribunat qui proposerait les lois et d'un corps législatif qui confirmerait les lois. Un pouvoir exécutif qui serait confié à 2 consuls, l'un pour les affaires extérieures et l'autre pour les affaires intérieures. Ce qu'il appelait le pouvoir de gouvernement, confié à un conseil d'État, un pouvoir judiciaire et un pouvoir conservateur, c'est-à-dire un Sénat qui serait là pour juger la constitutionnalité des lois. Sieyès a conçu également un système électoral très spécial. Tous les citoyens élisent des candidats aux fonctions publiques. Alors, les fonctions publiques, ce sont soit des collectivités locales ou des représentations nationales. Et ces candidats sont inscrits sur ce que l'on appelle des listes de notabilité. Alors, sur ces listes, nous avons 600 000 postes pour la fonction municipale, 60 000 pour les fonctions départementales et 6 000 pour les fonctions nationales. Le tout calculé sur une base de 6 millions d'électeurs. Alors Sieyès nous parle également d'un magistrat unique qu'il appelle chez lui grand électeur, qui choisirait dans cette liste les députés, administrateurs locaux et fonctionnaires. Ce grand électeur est nommé à vie, c'est quelqu'un de riche qui représente la France et il peut être remplacé par le Sénat. Donc si le Sénat souhaite le dégager pour en prendre un autre, Sieyès dit c'est possible. Bon, Bonaparte va s'opposer à ce système d'élection de Sieyès. À propos du grand électeur, il dira cette phrase « C'est un cochon à l'engrais de plusieurs millions ». Il propose de remplacer
ce grand électeur par un premier consul, avec une réalité du pouvoir et qui ne peut pas être remplacé par le Sénat. La Constitution va donc se rédiger sur un certain nombre de temps, avec de nombreux débats, qu'il serait intéressant d'entrer dans les détails également, de voir comment la Constitution aurait pu évoluer vers tel ou tel sens, mais ce n'est pas notre sujet ici. Elle est acceptée le 13 décembre. C'est une première en France qu'une Constitution est votée par un petit comité, et non pas par une assemblée, comme il avait été coutume depuis la Révolution française, avec la première Constitution en 1791. Maintenant, rentrons un petit peu dans les détails de cette Constitution. Je ne vais pas détailler beaucoup cette Constitution, parce que déjà vous pourrez la trouver en ligne facilement. Qui plus est, elle est assez claire, c'est-à-dire que quand on connaît un petit peu, finalement ça se lit assez bien. Et puis sur ce qui compose l'intérieur de la Constitution, et notamment les différents organes du pouvoir, j'y reviendrai plus tard. Donc ici, je ne vais pas m'attarder vraiment à développer. C'est pour vous faire un aperçu général, disons, de comment s'organiser d'une part le pouvoir et de l'autre part le gouvernement dès l'instauration du consulat. Donc nous avons donc la mise en place d'un système de liste de confiance. C'est l'article 7 qui nous dit par exemple qu'il y aura une liste communale pour élire les fonctionnaires et ceux qui occuperont des fonctions d'arrondissement. L'article 8 nous dit qu'il y aura une seconde liste dans laquelle on choisira ceux qui occuperont des fonctions du département. Et enfin l'article 9 nous dit qu'il y a une troisième liste pour ceux qui vont occuper des fonctions nationales. Donc ce système-là, nous le reverrons un peu plus tard. Le deuxième titre de la Constitution concerne le Sénat qui prend, sous le consulat et même sous l'Empire, le titre de Sénat conservateur. Alors ce Sénat, c'est quoi ? Eh bien, il est composé de 80 membres, d'au moins 40 ans. Ça, c'est l'article 15 qui nous le dit. Les candidats sont choisis par deux choses. D'une part, le corps législatif, et d'autre part, le tribunat. Et aussi, le premier consul. Ça, c'est l'article 16. Le Sénat élit à partir de la liste nationale, donc souvenez-vous, la liste nationale qui est évoquée dans l'article numéro 9. Le Sénat élit les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, les commissaires à la comptabilité. Ça, c'est l'article 21. Il est également fixé le revenu d'un sénateur. Alors, le revenu d'un sénateur, c'est le 20e de celui du premier consul. Ça, c'est l'article 22. Et le revenu du premier consul, on le verra un peu plus tard, mais je vous le dis en avance, c'est 500 000 francs. Le troisième titre porte sur le pouvoir législatif. Donc, la loi passe par deux choses, le tribunat et le corps législatif. Ça, c'est dans l'article 25. Ce tribunat, il est composé de 100 membres, qui ont tous 26 ans au moins, et il est renouvelé, enfin, du moins le cinquième, est renouvelé tous les ans. Ça, c'est l'article 27. Ce tribunat discute les lois et exprime ses vœux qu'il formule au corps législatif. Ça, c'est l'article 28. Ce corps législatif, eh bien, il est lui-même composé de 300 membres d'au moins 30 ans. Le cinquième est également renouvelé tous les ans, ça c'est l'article 31 qui nous dit, et il vote la loi, enfin il fait la loi, par scrutin secret. Ça c'est l'article 34. Et il y a également un quatrième titre qui porte sur le gouvernement. Donc le gouvernement, eh bien tout simplement, c'est 3 consuls, élus pour 10 ans, rééligibles, ça c'est l'article 39. Et le premier consul, ben, vous le savez, a quelques privilèges en plus, si on peut appeler ça des privilèges ou plutôt des prérogatives. Il promulgue les lois, il nomme les membres du Conseil d'État, il nomme les juges criminels et civils, ça c'est l'article 41. Il y a d'autres nominations, mais je passe dessus, vous avez qu'à aller lire l'article 41 en détail, vous verrez tout ce qu'il nomme. Et les 2 autres consuls n'ont qu'un avis consultatif. Consultatif. Ça c'est très important. Ça c'est l'article 42 qui nous le dit.
Par la suite, article 43 nous parle du traitement du premier consul. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 500 000 francs. Et les deux autres consuls touchent 3/10 du salaire du premier consul. Enfin, on ne parle pas de salaire, vraiment, on parle de traitement. Mieux utiliser le terme de traitement. L'article 52, lui, nous renseigne sur le Conseil d'État. Il nous dit que c'est lui qui rédige les lois et les règlements d'administration publique. Et enfin, l'article 54, qui lui nous parle des ministres, et qui nous dit que ces ministres, eh bien tout simplement, ils exécutent les lois et les règlements. Voilà ce que l'on peut retenir de cette constitution du 22 Frimaire. Maintenant, je vais passer à un autre texte qui intervient un peu plus tard. Ce sont les Senatus Consultes qui interviennent le 2 août 1802. Donc après le début du consulat, Bonaparte rétablit la paix à l'intérieur et aussi à l'extérieur. C'est le moment du traité d'Amiens avec l'Angleterre, c'est ce qu'on appelait la paix d'Amiens. Bonaparte fut alors acclamé par tout le monde. Aussi bien le tribunat que le Sénat, tout le monde chantait les louanges de Bonaparte. Bonaparte saisit le Conseil d'État pour un plébiscite. La question était la suivante: Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? Les plébiscites vont se dérouler de Prairial à Thermidor, donc Prairial mai, et Thermidor c'est fin juillet. C'est un bon succès puisque on a plus de 500 000 votants et le nombre de noms est très faible, mais il augmente comparé au vote précédent. Il passe de 1562 à 8374. Cambacérès invite le Sénat à proclamer les résultats. Et donc, il y a donc deux Senatus Consultes. Le premier qui est le 14 Thermidor, soit le 2 août, et le troisième c'est le 16 Thermidor, le 4 août, qui complète le premier. L'ensemble forme ce que l'on appelait la Constitution de l'an 10. Le Senatus Consul du 16 Thermidor donne une nouvelle constitution. Elle est presque aussi longue que celle de l'an 8, 86 articles contre 95 pour celle de l'an 8 que nous avons étudiée juste avant. Cette constitution va renforcer considérablement le pouvoir du premier consul. Il est élu désormais à vie, il peut élire son successeur de son vivant, il prend les avis d'un conseil privé qui est mis en place. Il y a toujours deux autres consuls. Alors, dans ce conseil privé, on trouve deux autres consuls, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux grands officiers de la Légion d'honneur. Alors, ce conseil privé, c'est quoi son but? Eh bien, son conseil privé, il rédige les projets de Senatus Consultes. Il donne son avis sur les traités de paix et traités d'alliance, et également sur les recours de grâce. Bon, le premier consul se voit également augmenter son traitement, qui passe de 500 000 francs à 6 millions de francs. Les deux autres consuls ont quant à eux 10 fois moins. Et également une constitution, un embryon de cour. Le premier consul est entouré par 4 généraux de la garde consulaire, et sa femme est entourée de 4 personnes que l'on appelle, je cite, des dames du palais. C'est également la période, c'est très intéressant ça, on fait un petit peu de numismatique, les périodes où les effigies du premier consul sont frappées sur les pièces de monnaie. Le droit de convoquer le Sénat et le corps législatif, ce qu'il n'avait pas le droit de faire avec la constitution de l'an 8. Le premier consul préside le Sénat et il nomme le président du corps législatif et le président des assemblées cantonales et des collèges électoraux. Il a également le droit de dissoudre le corps législatif et le tribunat avec l'accord du Sénat. Alors l'une des innovations de la Constitution, il y en a plusieurs, c'est tout d'abord l'abandon de ces listes de notabilité. Seules les assemblées cantonales ont des élections. Les autres assemblées présentent 2 candidats au premier consul pour les postes de juge de paix. Ce qui concerne les juges de paix, nous reverrons ça plus tard quand nous aborderons la question de la justice. Les 2 assemblées présentent 2 candidats également au préfet pour chaque place vacante dans un conseil municipal. Alors, c'est un conseil municipal dans les villes de plus de 5000 habitants.
Pour les élections dans les assemblées cantonales, c'est le même principe, présentation de deux candidats par place. Les collèges électoraux, quant à eux, présentent 2 candidats pour chaque poste au Sénat, tribunat et corps législatif. On a également la réapparition du système censitaire. Les candidats doivent être parmi les citoyens les plus imposés. Les membres de ces collèges électoraux sont élus à vie. Les premières élections, lors des premières élections, sortent ce que l'on a appelé les notables communaux, donc ce sont les plus riches. Les membres sont donc tous des notables, et le premier consul peut nommer 10 membres supplémentaires. Alors il peut nommer ces 10 membres dans les collèges d'arrondissement, 20 membres dans les départements, et il nomme également les présidents de ces différents collèges. Le corps législatif ne se rassemble que sur demande du gouvernement. Le tribunat est réduit à 50 membres, je vous rappelle qu'il était de 100 membres, il est réduit à 50, qui sont nommés cette fois-ci pour 6 ans. Le nombre de sénateurs passe quant à lui des 80 à 120, ça c'est également important. Et le premier consul contrôle étroitement le Sénat avec ce que l'on appelle les sénatories. Alors en fait ce sont des domaines d'une valeur de 20 à 25 000 francs par an. C'est une manière pour le premier consul de mettre la main mise un petit peu sur le Sénat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après l'an 10, Bonaparte est déjà plus puissant que Louis XIV. Vous vous rendez compte? En à peine 3 ans, il devient plus fort, il a plus de pouvoir que le roi que l'on considère aujourd'hui comme un roi absolu. Alors il va encore plus loin, et là, c'est mon 3e point, c'est le Senatus Consulte du 28 Floréal de l'an 12. Donc, la guerre avec l'Angleterre recommence en 1803, je vous rappelle qu'elle avait été signée, il y avait eu la paix d'Amiens. Le 3 mai, le tribunat émet le vœu suivant. Je cite: Bonaparte fut proclamé empereur héréditaire des Français. Le lendemain, le Sénat rejoint le tribunat. Donc ils se mettent d'accord. Modification de la Constitution qui aboutit au Senatus Consul du 28 Floréal de l'an 12. Ce Senatus doit être ratifié par le peuple sous la forme de la question suivante. Je cite: Le peuple français veut-il l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte. Alors on a à peu près autant de oui pour l'an 10, et nous avons 2569 non. Cette nouvelle constitution est beaucoup plus longue, on a 142 articles. Plus important, bien évidemment, celui qui accorde au premier consul le titre d'empereur. Ce titre d'empereur qui fait référence à 2 grandes figures que Napoléon admirait également, à savoir Octave Auguste et Charlemagne. L'empire est héréditaire de mal en mal selon la loi salique, donc la loi des Francs, je vous renvoie à vos cours ici d'histoire du droit. Comme Napoléon n'avait pas d'enfant, un Senatus Consulte lui donne le droit d'adoption. Ça, comme César l'avait fait, si vous vous rappelez bien avec Brutus. À défaut d'héritier de la lignée, celle-ci se poursuit avec Joseph plus Louis. Si le trône est vacant, c'est alors le Sénat qui élit un nouvel empereur. En cas d'absence de l'empereur, il peut déléguer son pouvoir, ce qui va arriver très souvent puisque, comme vous le savez, l'Empire va être en guerre quasiment constamment, et comme Napoléon est un chef de guerre, eh bien, il s'en va faire ses campagnes. Donc il délègue le pouvoir. Une régence est également prévue au cas où l'empereur serait mineur. La mise en place d'un conseil de régence qui serait différent du conseil privé que nous avons vu tout à l'heure. L'empereur doit prêter serment de respecter, je cite, l'égalité des droits, la liberté politique et civile
l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux. Alors, ça, je n'entre pas dans les détails. Je vous laisse chercher par vous-même ces biens nationaux. Vous prenez un ouvrage quelconque, un manuel général sur la Révolution française, vous allez très vite tomber sur cette histoire des biens nationaux. La liste civile passe de 6 à 25 millions de francs. Il reçoit, en plus de son petit traitement, qui passe donc de 6 à 25 millions, il reçoit ce que l'on appelait les palais nationaux. Également, je vous renvoie à la Révolution française. Là. Alors il en reçoit des beaux petits palais, le Louvre, les Tuileries, Versailles, Marly, Meudon, Compiègne, aussi Fontainebleau, bien évidemment. Bon, et d'autres. L'empereur tient à être sacré en présence du pape, comme le fut Charlemagne. C'est la création cette fois-ci d'une véritable cour, je vous rappelle qu'il avait été esquissée avec la constitution de l'an 10, avec ses gardes consulaires et ses dames du palais. Cette fois-ci c'est une vraie cour, qui est composée des frères et des sœurs de l'empereur, et des grands dignitaires et officiers de la couronne. Alors, parmi ces gens-là, on retrouve les princes français, qui faisaient partie du Sénat et du Conseil d'État dès 18 ans. Donc ça sont les frères de Napoléon. Les grands dignitaires, créés à l'image de ceux du Saint-Empire. Alors, quelques-uns, le grand électeur, qui était Joseph, l'archi-chancelier de l'Empire, qui était Cambacérès, l'archi-chancelier d'État, c'était Lebrun, le grand connétable, c'était Louis Bonaparte, et le grand amiral, c'était Murat, le beau-frère de Napoléon, et d'autres encore que je passe. Avec cette constitution, c'est donc la mise en place d'un véritable régime monarchique, plus absolu encore que celui de Louis XIV. Enfin, je passerai beaucoup plus vite sur ce quatrième point, c'est la destitution de l'empereur en avril 1814. Le texte est promulgué par le Sénat conservateur, il est daté du 2 avril 1814. L'Empire napoléonien, fragilisé depuis 1810, qui est une période de crise, là également je vous renvoie à un ouvrage général, prenez le Consulat et l'Empire de Thierry Lenz ou autre, vous trouverez forcément cette histoire de crise de 1810. Puis, avec le revers bien évidemment de 1812, la campagne de Russie, et par la suite, les différentes coalitions qui se sont liguées contre Napoléon, avec la bataille de Leipzig en 1813, qui était également un revers. Il entame en janvier 1814 ce que l'on a appelé la campagne de France, et le Sénat accorde des levées de troupes demandées au début de l'année 1814. Donc, au début de l'année 1814, le Sénat est encore avec l'empereur. Malgré les victoires qu'il remporte, des victoires grandioses d'ailleurs, dans cette campagne de France qui est très intéressante, malgré cela, les coalisés avancent de plus en plus vers Paris, et Napoléon est retiré à Fontainebleau. Il est déchu par le Sénat, cette fois-ci le 3 avril, et il abdique le 13, et il est exilé sur l'île d'Elbe. Les reproches qui sont faits par le Sénat, en voici quelques-uns. On lui reproche d'avoir violé la Constitution, notamment d'avoir violé l'article 50 de la Constitution du 22 Frimaire de l'an 8, qui parlait de la déclaration de guerre qui ne pouvait être fait sans l'accord du Sénat. On lui reproche également d'avoir confondu les pouvoirs et d'avoir mis fin à l'indépendance judiciaire. On lui reproche la censure de la liberté de la presse et enfin d'avoir fait des guerres inutiles. Alors, il y a deux articles importants dans ce papier qu'écrit le Sénat. Article 1. Napoléon Bonaparte est déchu du trône et le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli. Donc, fin de l'Empire. Et l'article 2. Le peuple français et l'armée sont déliés du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte. Donc, on ordonne au peuple
et aux militaires de ne pas se rallier, si jamais ils avaient l'envie, à Napoléon. Voilà, c'est défendu. Enfin, je terminerai par mon 5e point, qui porte sur la période des 100 jours, donc du 1er mars au 18 juin 1815. Donc Napoléon, qui est exilé sur l'île d'Elbe, s'évade, vous le savez. Il débarque à Golfe-Juin le 1er mars 1815 et commence ce que l'on a appelé les 100 jours. Alors on assiste tout d'abord à l'envolée de l'Aigle. C'est cette fameuse remontée que Napoléon a fait donc de Golfe-Juin jusqu'à Paris. C'est une chose très importante avec cette... il y a une phrase que Napoléon a prononcée. Il dit faire voler l'aigle de clocher en clocher jusqu'à celui de Notre-Dame. Chose qu'il va réussir d'ailleurs. Donc Napoléon rejoint Paris sans même faire tirer un coup de feu. Il va d'ailleurs rallier entre autres le maréchal Ney, qui avait promis pourtant de ramener le tyran dans une cage de fer. Et finalement, quand celui-ci arrivera devant Napoléon, il lui sautera au bras. Et Napoléon aurait prononcé cette fameuse phrase « Celui qui veut tuer son empereur, me voilà ». Et donc là, ça aurait été la folie totale, tous les soldats se seraient réunis, auraient acclamé « Vive l'empereur », etc. Bon. Donc il est accueilli en héros par le peuple et par l'armée. Et Napoléon, de retour à Paris, compose avec son ennemi Benjamin Constant. C'est la naissance de ce que l'on a appelé l'acte additionnel. C'est ce que Napoléon va jouer, il tente si vous voulez, un petit peu un coup de poker, entre guillemets, il joue la carte libérale. Il prend sa première décision, ça c'est important, avant même d'être à Paris, quand il est à Grenoble. Il y a un décret signé du 9 mars 1815 qui dit, entre autres, il y a 3 premiers articles. Article 1, la cocarde blanche et la décoration du lys sont supprimés. Donc là, tout comme on avait supprimé l'Empire tout à l'heure, en soi, on supprime du moins les symboles de l'Ancien Régime. Article 2, la cocarde nationale aux 3 couleurs sera sur le champ, arborée par les troupes de terre et de mer, les gardes nationales et les citoyens de toute classe. Et enfin, article 3, le pavillon tricolore sera arboré à la maison commune sur les clochers des communes. Napoléon dira cette phrase « Jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier. À Grenoble, j'étais un prince. » Car c'est la première décision qu'il prend. De retour sur le sol français. Donc Napoléon, à Paris, il fut assailli par de nombreux projets de constitution libérale. Mais finalement, c'est vers Benjamin Constant qu'il va se tourner. Le 14 avril 1815, Constant rencontre Bonaparte. Il dira de lui « C'est un homme étonnant ». Il ajoutera dans son journal « Demain, je lui porte un projet de constitution. Arriverai-je enfin? Faut-il le désirer? L'avenir est noir. » Après de nombreuses entrevues et discussions avec Napoléon sur la Constitution, le 22 avril, l'acte est écrit. C'est celui que l'on a appelé l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qui devait être soumis au suffrage des Français. Napoléon insista pour que soit conservée une trace de son œuvre juridique et constitutionnelle. Le préambule de l'acte porte sur ce point. Je vous le lis. Les constitutions de l'Empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 Frimaire en 8, les Senatus Consultes du 14 et 16 Terminor en 10 et celui du 28 Floréal en 12 seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres dispositions sont confirmées et maintenues. Donc ce sont les textes que nous avons étudiés juste avant. Et Napoléon s'est énervé là-dessus, d'ailleurs avec Benjamin Constant, parce que lui, Benjamin Constant voulait faire table rase de tout cet héritage impérial, puisque c'est devenu un opposant farouche entre Benjamin Constant et puis vous avez de l'autre côté Madame de Staël, qui sont les 2 grands opposants de Napoléon. Eh bien, Benjamin Constant, lui, ne voulait pas
il a dit non, moi je ne veux pas mettre ces textes-là dans la Constitution, et ni même en préambule, et finalement il finit par céder, et Napoléon obtient gain de cause. Donc désormais, avec cet acte additionnel, le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et 2 chambres. Premièrement, la chambre des pairs. Cette chambre est héréditaire, c'est dans l'article 3. L'empereur nomme les membres, transmission d'aîné en aîné en ligne directe, et l'adoption ne transmet pas l'hérédité, tout comme c'était le cas sous l'Empire. Enfin, non, à l'inverse, par exemple, de l'Empire. Donc ça, c'est l'article 4. Cette chambre était présidée par l'archichancelier de l'Empire, ça c'est l'article 5. Donc la deuxième chambre, c'est dite la chambre des représentants. Donc c'est une chambre élue par le peuple, article 7. 626 membres âgés d'au moins 25 ans, article 8. Et la mise en place d'un suffrage universel indirect avec l'élection des représentants pour aller dans les chambres des représentants, ça va de soi. Articles 31 et 32. Alors 2 autres innovations de cet acte additionnel, par exemple la représentation spéciale de, je cite, l'industrie et la propriété manufacturière et commerciale, article 33. C'est important que nous avons enfin, en France, du moins les membres de l'industrie l'attendaient depuis très longtemps, enfin l'industrie et les propriétés manufacturières sont représentées. Et également, une autre innovation, c'est que c'est la première représentation de ce que l'on appelle les forces vives. Alors en matière fiscale, je vous cite ici l'article 35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu. Aucun emprunt ne peut avoir lieu, et je saute plus loin, qu'en vertu d'une loi. Donc, fini, tout comme sous l'Empire où Napoléon pouvait décréter comme il le voulait une levée d'imposition, ou même une levée de troupes, c'est fini. L'article 34, quant à lui, nous dit que l'impôt foncier et mobilier est voté pour 1 an, tandis que les impôts indirects peuvent l'être pour plusieurs années, donc rester inchangés. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'homme ne peut être faite qu'à la Chambre des représentants. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors en matière, cette fois-ci, de responsabilité, eh bien, selon l'article 38, les actes doivent être contresignés par un ministre. Donc tout acte pris doit être contresigné par un ministre. Ces ministres peuvent être accusés par la Chambre des représentants et jugés par celle des pairs. Ça, c'est l'article 40. L'empereur nomme les juges, donc là maintenant je passe en matière judiciaire, pardon. Donc l'empereur nomme les juges, ils sont inamovibles sauf les juges de paix et les juges de commerce. Ça c'est l'article 51. Alors les débats criminels restent publics, article 53. Les affaires militaires sont du ressort des tribunaux militaires, article 54. Et les autres délits sont pour les tribunaux civils, article 55. Et l'empereur garde son droit de grâce. Ça, on ne lui a pas retiré. Ça, c'est dans l'article 57. Et il y a un dernier point dans cet acte additionnel, dernier point sur les droits des Français. Article 59 nous dit égalité devant la loi. L'article 60 nous dit pas de juges spéciaux. Tout le monde est jugé à la même enseigne. L'article 61 insiste sur la liberté individuelle. L'article 62 insiste quant à lui sur la liberté des cultes. Et enfin l'article 64, qui est, je pense, un des plus importants, sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Voilà. Donc pour ce tour, vous voyez, assez express, mais parce que je me rends compte que je suis déjà à 35 minutes d'enregistrement, donc je ne vais pas m'étendre plus. Même si on pourrait rentrer en détail dans tous les textes, mais ici, c'est pas de l'histoire constitutionnelle qu'on veut faire, c'est bien de l'histoire des institutions publiques. Mais voilà, donc ça c'est vraiment la base que je viens de vous donner, un panorama de tous les textes et de toutes les modifications qui sont intervenues entre le début du consulat et jusqu'aux 100 jours. La prochaine fois,
On rentrera plus dans le détail en regardant notamment le pouvoir législatif et le gouvernement. Voilà, on regardera ça un peu plus, de plus près, et par la suite, plus tard, on passera sur la pratique du pouvoir et on verra comment tout cela s'organise. Mais voilà, donc là je pars du principe que tout ce que je viens de dire, notamment donc si jamais je fais référence au Senatus Consul de l'an 10, etc. Enfin, je pars du principe que maintenant vous savez à quoi cela renvoie. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première partie. J'espère que cela vous a intéressé et que cela a été assez clair. N'hésitez pas à réécouter certains passages parce que c'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite. N'hésitez pas également à approfondir tout cela et je vous dis à très vite.